Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV, nous sommes le mardi 12 avril, voici les titres de l'actualité. Dans les titres ce soir, c'est parti pour la nouvelle saison culturelle du département de la Moselle. Le numérique en fer de lance avec des parcours immersifs, nous vous donnerons un avant-goût des festivités. Le pouvoir d'achat est aujourd'hui plus que jamais au cœur des préoccupations des Français. 80% de la population estime qu'il diminue inexorablement. État des lieux dans quelques minutes. Après une édition 2021 particulièrement réussie, la fresque son et lumière du pays de Sarrebourg revient avec encore plus d'ambition. Nous vous dévoilerons les coulisses des répétitions. La météo, le temps sera toujours très lumineux. Demain, les températures avoisineront les 10 degrés le matin et atteindront 22 à certains endroits l'après-midi. Et puis l'invité du jour est Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle. Bonsoir. Bonsoir. Un programme riche nous attend puisque nous reviendrons sur les résultats du premier tour de la présidentielle, mais également sur la guerre en Ukraine, ou encore la polémique sur le droit local. Mais tout de suite, l'actualité. Le pays de Bitche est en deuil. Hier après-midi, Gérard Stocky, maire de Meisenthal, est décédé. Il était à la tête de la commune d'adoption depuis 2020. Retour sur son parcours avec Thibaut Demerlet. Meisenthal a perdu son maire. Gérard Stocky est brutalement décédé ce lundi après-midi à son domicile. Il avait 64 ans. Il avait fait carrière à la DDE avant d'ouvrir une pizzeria à Montbronn. Il était aussi président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Meisenthal. Depuis son entrée au conseil municipal de Meisenthal en 2008, aux côtés de son prédécesseur, Pascal Andrès, Gérard Stocky s'est beaucoup investi pour le village, passant de conseiller municipal à premier adjoint pour le second mandat. Gérard Stocky avait ensuite mené la liste pour les élections municipales en mars 2020 et avait été élu maire de Meisenthal. Lors de la séance d'installation du conseil communautaire de la CCPB, le 15 juillet 2020, il avait été élu vice-président en charge des services techniques et de l'entretien du patrimoine bâti. À la tête de la mairie, son application s'est illustrée notamment dans les énormes travaux de refonte du site verrier. Jennifer Freund, sa première adjointe, assurera la fonction de maire par intérim en attendant des élections municipales complémentaires. C'est parti, la nouvelle saison culturelle du département de la Moselle est lancée, le numérique en fer de lance avec des parcours immersifs, mais aussi des événements toujours plus populaires, à l'image de la bande dessinée qui s'illustre comme jamais au château de Malbrouck, avant-goût des festivités avec Fanny Bragard. Au fil des années et des bulles de BD dévoilées dans son cadre exceptionnel, le château de Malbrouck a conquis ses lettres de noblesse dans le 9e art. Avec sa nouvelle expo consacrée à Goscinny, le département a eu le nez fin. Le département de la Moselle a, au fur et à mesure des années, fait énormément d'expositions autour de la thématique de la BD et a gagné aujourd'hui sa crédibilité puisqu'un partenariat a été signé avec le Festival international d'Angoulême. Un dynamisme touristique et culturel que Patrick Weyton veut impulser à l'ensemble des sites passionnément Moselle, avec une trentaine d'animations et activités ludiques et pédagogiques, tout au long de l'année, sur tout le territoire, la culture mosellane se veut populaire. C'est le propre du département, ce bien vivre ensemble que nous souhaitons déployer dans les politiques que nous qualifions d'aléatoires, qui est le sport, qui est le tourisme, qui est l'attractivité, mais qui est également la culture et que nous voulons absolument, quoi qu'il nous en coûte, préserver. Pour intéresser la jeunesse, le département surfe sur les nouvelles technologies. Entre réalité virtuelle, parcours numérique et visite interactive, la Moselle se raconte en 3 dimensions. De quoi faire le plein d'histoire, de culture et de nature. Il y a un programme très complet. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose dans un site de Moselle Passion. Et puis bien sûr, même s'il n'y a pas d'exposition en particulier, il y a toujours les jardins de la Kennexie qu'il faut voir, quelle que soit la saison, où il y a toujours des choses des magnifiques endroits et on a toujours des choses à apprendre aussi. Gratuit l'an passé, les sites passionnément Moselle redeviennent payants. Pour permettre à tous de découvrir et profiter des multiples facettes du département, un pass annuel est disponible au tarif de 25 €. Ce dimanche soir, les 2 visages des candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle se sont dessinés sur vos téléviseurs. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent désormais pour diriger le pays. D'après les estimations, le président sortant devrait l'emporter avec 54% des intentions de vote contre 46%. À Metz, la tendance semble se confirmer. Reportage Lucie Philippot et Ghislain Schumacher.
Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou le vote blanc, à 13 jours du second tour, nous sommes allés à la rencontre des Messins pour savoir s'ils ont déjà fait leur choix. Armés de nos portraits, nous avons confronté les électeurs aux 3 options qui s'offrent à eux. Michel, lui, est déjà certain du bulletin qu'il mettra dans l'urne le dimanche 24 avril. Ce sera celui d'Emmanuel Macron. Là, ça fait 5 ans qu'il est là. Bon, il a eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, et je pense qu'il s'en est très bien sorti. C'est son mandat qui vous a convaincu ? Je pense qu'il a beaucoup appris, il a beaucoup mûri. Il est au point, quoi. Un peu plus loin, nous croisons Raymond, qui votera également pour le président sortant. Mais de son côté, il a fait son choix par dépit. J'ai pas suffisamment confiance dans Marine Le Pen, parce que voilà, elle avait un discours, elle avait des propos qui, même si elle s'est adoucie à un moment donné, mais là, je peux pas. Les électeurs favorisant un vote de barrage à l'extrême droite sont majoritaires à Metz ce matin. Annick avait déjà choisi cette alternative en 2017, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Je reconnais qu'il a fait des choses bien, comme tout président, des choses pas trop bien, donc j'arrive à peser le pour et le contre. En revanche, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon comme Eva rejettent en nombre les candidats présents au second tour. Pour elle, ce sera soit le vote blanc, soit l'abstention. Je ne ferai pas comme il y a 5 ans, c'est-à-dire voter contre Le Pen. Là, je laisserai faire parce que juste ça me dégoûte en fait. En tout, 44% des électeurs du chef de file de la France Insoumise pencheront vers le vote blanc ou l'abstention. Les autres votants indécis attendront certainement de voir le débat d'entre-deux tours le 20 avril pour faire leur choix. C'est le cas de cette électrice. C'est pas encore définitif mon choix, pour le moment. Mais comme c'est très incertain, je peux encore changer pour cette option-là, vote blanc. Durant notre tournage, nous n'avons rencontré aucun électeur de Marine Le Pen. Pour rappel, la candidate n'a récolté que 17% des suffrages dans la capitale mosellane, un chiffre nettement plus faible que la moyenne départementale. Sur la présidentielle, toujours, Patrick Veyton s'est exprimé aujourd'hui sur les résultats de ce premier tour. Le président du département incite à faire bloc contre le Rassemblement national et Marine Le Pen. On l'écoute. C'est simple, je vais voter Emmanuel Macron et j'en appelle à la raison l'ensemble des électrices et électeurs parce que nous allons avoir à faire un choix de société. Et je souhaite une société ouverte, une société partagée avec tous et par tous, et une société qui partage les valeurs européennes, les valeurs républicaines. Et c'est à ce titre-là que j'en appelle au vote sans ambiguïté en direction du président sortant Emmanuel Macron. Et c'est un des principaux sujets de la campagne présidentielle. Le pouvoir d'achat est aujourd'hui plus que jamais au cœur des préoccupations des Français. 80% de la population estime qu'il diminue inexorablement. Florian Tonizzo s'est rendu à la Food Place à Osny, état des lieux. Combien coûte aujourd'hui une baguette, un panier de courses? À quel point tout cela a augmenté? Eh bien, nous sommes allés poser directement la question aux Mosellans qui viennent se fournir ici. Sur les produits alimentaires, la viande énormément, tout ce qui est farine, sucre, tout ça, oui, un ensemble de choses, effectivement. Oui. On a quand même une nette augmentation, ça va de 15 à 20% sur certains produits, quoi. Surtout le pain, farine, tout ça, ça a pas mal augmenté. Ça va, on le ressent. Ici, pas forcément, ça va, ils sont restés plutôt stables. Après, aux alentours, oui, effectivement. Je sais que je vais souvent chez le petit primeur pour les fruits et légumes, et pour le coup, effectivement, on ressent une petite augmentation. Ouais. On ressent surtout, même sur pour le chauffage, les granulés, le poêle à peler, etc. Oui, c'est tout de suite un bon euro de plus au sac, etc. Mais sur l'ensemble du mois, etc., on le ressent. Ouais. Dans tous les cas, j'ai besoin de m'alimenter, donc je vais chercher ce dont j'ai besoin, la routine habituelle. Et oui, je ne fais pas trop attention au prix. Voilà maintenant dans la poissonnerie messine de cette Food Place à Osny. Je suis avec Éric Laporte, le gérant de cet établissement. Bonjour Éric. Bonjour Florian. Alors nous sommes ici pour discuter du pouvoir d'achat. Alors déjà, est-ce que dans un premier temps, vous, est-ce que vous augmentez vos prix en ce moment ? Nous, on n'a pas l'impression d'augmenter parce qu'on fait partie d'une offre de marché. Après, on s'adapte au prix auquel on achète. À partir d'un moment où on achète cher les produits, on fait attention à la revente pour que le client puisse acheter nos produits, quoi.
N'augmentez pas vos prix, mais dans le même temps, de l'autre côté, certains coûts augmentent. Comment ça se passe pour vous justement de ce niveau-là? On voit quand même que tout ce qui est frais d'emballage et le transport augmente. On a eu des augmentations de 10% environ. Ok. Et de l'autre côté du comptoir, si je puis dire, du côté des consommateurs, est-ce que vous sentez justement que les gens regardent davantage vos prix? Je pense que oui quand même, parce que si on regarde par rapport à l'an passé, les paniers ils sont quasiment identiques. Les gens ils achètent des moins grosses quantités, d'après moi. Parce que vu que la vie augmente, les paniers n'augmentent pas. Donc pour moi les clients font attention. Très bien. Merci Eric d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Vous l'aurez compris Jean, le pouvoir d'achat reste l'une des préoccupations en ce moment pour les Mosellans, aussi bien du côté des consommateurs que du côté des commerçants. Merci beaucoup Florian, c'est l'heure désormais de notre rubrique éco. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Aujourd'hui, dans notre rubrique économie, nous parlons impression 3D dans les locaux du laboratoire LEM3, en plein cœur du Technopole de Metz. Est née il y a un an la start-up Pint. Elle fabrique des pièces sur mesure, notamment pour le milieu spatial ou médical. Reportage. Devant nous, une machine d'impression 3D métallique. On va partir d'une poudre métallique qui va être étalée à l'intérieur de la machine par un système de râteau qu'on appelle un ricoteur. Cette poudre métallique va ensuite être fondue par un laser haute puissance, uniquement à certains endroits. Et on va venir répéter ces deux étapes d'étalement et de fusion pour venir couche par couche construire une pièce en 3 dimensions. Une fois le processus terminé, voilà le résultat. L'objectif est de créer des pièces sur mesure, par exemple dans le milieu médical, directement à partir du scanner du patient. On va pouvoir par exemple réaliser des implants dentaires avec à l'intérieur une structure architecturée poreuse, ce qui va dans le cas du domaine médical permettre d'avoir par exemple un implant qui va favoriser l'ostéo-intégration. L'os va pouvoir coloniser la structure. Pint se positionne également dans le spatial, en développant des structures tout aussi performantes que celles déjà sur le marché, mais plus légères. La start-up a émergé de la recherche du laboratoire LEM3. Créée en 2021, elle profite d'un environnement de pointe avec des équipements innovants. C'est à la fois une fierté, ça fait partie aussi d'une certaine manière de nos missions. Et à un moment donné, on attend aussi un retour de la part de ces entreprises sur des montages de projets. Notamment actuellement, on est en train de monter des projets européens avec Pint au sein du laboratoire. Dans ces locaux a éclos également Nimesis il y a une dizaine d'années. Pint compte bien suivre la même trajectoire et ça commence dans les prochains mois avec l'embauche de 2 nouveaux ingénieurs. Et prenons la route désormais direction Azoudange, petite commune de Moselle Sud. Là-bas, bénévoles et artistes sont en pleine répétition pour nous conter le roman de Romécourt. Après une édition 2021 couronnée de succès, la fresque son et lumière voit encore plus grand avec ses 80 figurants. Pour sûr que les cavaliers et les cracheurs de feu enflammeront le public cet été. Reportage Fanny Bragard. Allez, on essaie de se mettre comme ça, on fait quelque chose de joli. La troupe n'est pas encore au complet, mais tous sont déjà au taquet, à 3 mois de la grande première du roman de Romécourt. Chapitre 2 ! Fort de leur succès l'an passé, figurants et comédiens remontent sur les planches de ce manoir du XVIe siècle. Cet été, dans un cadre naturel préservé, ils retraceront en 10 tableaux l'histoire de cette demeure, celle des ancêtres de François Viaud. Je l'ai fait rêver, il m'a dit « Ok, je n'écris plus de livres, on monte un spectacle ». Et c'est comme ça qu'est né ce spectacle d'une poignée de main. Et on en est maintenant à plus de, en tout cas l'année dernière, 80 figurants sur scène. Et bien sûr, tout un avant-spectacle également, parce que les gens vont vraiment être hors du temps de 19h à minuit. De ce roman intime, les 2 compères ont monté, avec l'appui de la communauté de communes, une fresque qui les dépasse, celle de la Moselle. C'est aussi rappeler un peu aux plus jeunes ou aux touristes du moment au mois de juillet l'histoire de notre territoire. Et une histoire qui est également a connu des moments dramatiques que malheureusement d'autres pays connaissent, tels que les Ukrainiens. Les habitants de Moselle et de l'Alsace ont été également expulsés en 39-40. Une épopée historique qui s'annonce grandiose avec des scènes de bataille étoffées.
À l'autre bout du jardin, Jean-Luc livrera une leçon d'histoire sur la Grande Guerre. Là, vous avez la mitrailleuse allemande Maxim, surnommée la faucheuse pendant la Première Guerre, tellement elle fauchait comme les blés les soldats français ou les cavaliers. Avec pas moins de 8 chevaux sur scène, la compagnie Caballeria plongera les 700 spectateurs attendus chaque soir dans une ambiance romanesque. Cette année, on a dit allez, on rajoute encore des petites nouveautés. Donc tous ceux qui ont vu le spectacle l'an dernier pourront maintenant voir des nouvelles scènes, que ce soit à cheval ou à pied, sur cette saison. Un voyage harmonique porté par la voix de fée de Lily Young. Je suis un petit peu, entre guillemets, mère nature. Je représente un peu mère nature. Je rappelle à l'humain l'importance que ça a de respecter la nature et ses éléments. Au cœur de la réserve mondiale de biosphère de Moselle Sud, les amis du château de Romécourt invitent le public à profiter des lieux avec un avant-spectacle verdoyant. Il y aura un parcours nature, un cheminement avec une exposition photo de toute la faune et la flore du pays des étangs. Et en plus, on va pouvoir s'immerger avec des lunettes 3D dans les étangs, dans l'étang de l'Indre. Alors je vous rassure, on s'immergera mais on sera à sec sans se mouiller. Le roman de Romécourt se laisse raconter du 14 au 17 juillet à la tombée de la nuit à Azoudange. Réservation et renseignements dès la fin avril sur le site eloasso.com. Allez, révolutionnaire, c'est parti. Un mot de sport, ce mardi, Hugo Humbert affrontait l'Espagnol. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai perdu mes fiches. L'Espagnol Pedro Martinez au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Pas très à l'aise sur la terre battue. Le Messin s'est incliné en 2-7, 6-4, 7-6. Sur ses 10 dernières sorties sur le circuit professionnel, Hugo Humbert a échoué à 9 reprises au premier tour. On accueille tout de suite l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle et titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, est à mes côtés. Revenons tout d'abord, si vous le voulez bien, sur la guerre en Ukraine. Depuis plus d'un mois maintenant, la France, dont la Moselle, s'organise pour venir en soutien au peuple ukrainien, une mobilisation sans limite. Le département est plus que jamais une terre de solidarité. C'est tout à fait normal. L'Alsace-Moselle a connu dans son histoire des situations très particulières et les Mosellans ont été aussi réfugiés ailleurs, ont été accueillis ailleurs. Donc aujourd'hui, on parle des déplacés. Ces déplacés sont accueillis massivement en France, mais beaucoup aussi dans les pays limitrophes de l'Ukraine, puisqu'ils souhaitent pouvoir repartir très vite chez eux. Et je rends hommage à tous ceux qui ont organisé très rapidement cet accueil chez nous, de ces familles, surtout d'enfants et de femmes qui ont fui la guerre, les maris étant restés combattre, défendre leur pays. Et c'est quelque chose d'inimaginable que je ne pouvais pas imaginer un jour qu'en nous connaîtrions sur le sol européen cela. J'aurais parié que c'était pas possible. J'ai expliqué toujours dans mes interventions lorsque j'étais au gouvernement que l'Europe était un havre de paix, de paix entre nous et les pays limitrophes aussi. Et aujourd'hui, hélas, tout est possible. Sur le conflit, d'une manière plus générale, vos positions sont claires. Vous êtes pour un embargo du gaz russe. Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions envers la Russie sont insuffisantes ? Écoutez, tout d'abord, le président de la République a maintenu le dialogue. Il est président de la République, mais en même temps responsable au niveau européen pendant 6 mois. Il a maintenu le fil du dialogue. C'est très bien, il faut le faire, il faut continuer à discuter. Même si on pouvait éviter de recevoir à Besançon et à Versailles par le passé. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut à tout prix arriver à une résolution sans l'entrée en guerre, je dirais, dans ce conflit directement. Et je ne suis pas pour que l'on aille directement avec nos soldats dans ce conflit, mais que l'on fournisse, et l'Europe l'a fait, et c'est pour cela que l'Ukraine résiste si longtemps. Je pense que Poutine s'imaginait être à Kiev en une semaine, et on voit bien que la résistance, la nation ukrainienne vient de prendre conscience qu'elle existait, et ils défendent très chèrement leur territoire. Et c'est à l'Europe, bien sûr, de les aider. Et on voit bien que l'Europe et les États-Unis, bien entendu, vous faisiez référence à l'OTAN tout à l'heure, je comprends que l'OTAN ne veuille pas s'immiscer directement sur les territoires, mais c'est une responsabilité d'armer les Ukrainiens.
En mars, un appel a été lancé pour l'adoption d'une déclaration, je cite, politique claire et ambitieuse contre l'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées en Ukraine. Il s'agit d'un texte que vous avez d'ailleurs signé. Bien sûr. Alors si je comprends bien, il faut encadrer l'utilisation de certaines armes pour protéger davantage les civils. Bien sûr, on voit bien qu'aujourd'hui, la guerre et à outrance attaque les civils. Les Russes veulent Poutine veut terroriser les populations. Et toutes les images qu'on en a pu avoir. Alors bien sûr, on crie du côté russe à la machination, à la mise en scène, mais on voit bien que, encore récemment, le bombardement sur la gare, qui a fait plusieurs dizaines de morts, on voit bien que ce sont les civils qui sont touchés. On veut les terroriser et pour essayer de faire que les Ukrainiens déposent des armes le plus rapidement possible. Alors vous me parliez tout à l'heure de l'embargo sur le gaz. Je pense que l'Europe doit aller au-delà de l'embargo que l'on a sur le charbon, sur un peu le pétrole. Tous les jours, on fournit pratiquement près d'1 milliard d'euros à Poutine pour l'organisation de sa défense et son système militaire. Je crois que là, il faut trouver une solution entre Européens. Bien sûr, les Français, nous sommes moins touchés que les Allemands, c'est clair. Mais les Allemands, avec Angela Merkel, sont rentrés dans la dépendance du gaz russe beaucoup plus que la France. Et donc aujourd'hui, il faut peut-être trouver un système qui permet de lisser tout cela au niveau européen pour faire que les Allemands acceptent et d'autres acceptent cet embargo. Tout autre sujet maintenant, si vous le voulez bien, sur la polémique autour du droit local. L'application de la loi du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique suscite des craintes en Alsace-Moselle sur la pérennité des 2 jours fériés que sont le vendredi saint et le 26 décembre. Cette loi, selon vous, c'est une porte d'entrée pour une remise en cause plus large des spécificités de l'Alsace-Moselle? Écoutez, je suis sénateur depuis un certain temps et en 2005, j'avais eu à combattre avec mes collègues alsaciens de tous bords une décision qui avait été prise à la demande d'un chef d'entreprise de Saint-Julien-les-Metz de décompter dans les récupérations de RTT le vendredi saint et la Saint-Étienne. C'est pas nouveau. On voit bien que là, cette fois-ci, dans le décompte des horaires de travail des fonctionnaires, on voit bien la lettre, c'est écrit noir sur blanc, c'est Castex qui écrit, c'est du papier en tête de Matignon. Donc il suffit de savoir lire. Je pense que tous les parlementaires, sénateurs et députés qui ne sont pas de la majorité En Marche savent lire et ne sont pas intervenus comme cela par hasard pour critiquer. La démarche qui est utilisée par les députés En Marche est simple, c'est la même qu'ils ont utilisée lorsqu'on parlait de l'imposition, la double imposition des frontaliers. Vous allez vous rappeler, c'est pas vieux, hein, c'est pas vieux. Et ils criaient non, quelques centaines sont touchés. Donc finalement, c'était plus de 100 000 qui étaient touchés. Concernant le gouvernement a fait marche arrière, grâce bien sûr aux députés En Marche, puisqu'ils nous disent qu'ils ont défendu le système. On a vu ce que ça donnait, et leur rapport à l'Assemblée nationale était favorable. Il y a eu une marche arrière, mais c'est simplement différé pour 2 ans. On verra après les élections. Mais c'est à chaque fois le système, on crie à la fake news. Non, on n'est pas là pour agiter, on est là pour défendre les populations que nous représentons, les territoires que nous représentons. Et là, bien sûr, l'histoire spécifique de l'Alsace-Moselle. Pour terminer, revenons sur un dernier sujet, aussi d'actualité, l'élection présidentielle. Un mot sur ce score historiquement bas du PS, seulement 1,7% des voix. Le leader du parti en Moselle, Michael Weber, parle de mort quasi cérébrale. Êtes-vous d'accord? L'outil qu'est le Parti socialiste, tel qu'il était issu d'Épinay, est probablement mort. Mais ce n'est qu'un outil. Les idées socialistes sont toujours là. Moi, je rappellerai que je suis fier de tout ce qui a pu être fait par Jaurès, Blum, Mitterrand, Jospin, François Hollande. Chaque fois qu'il y a eu des avancées sociales, c'est avec le socialisme, la gauche. Et donc, il n'y a pas de raison de désespérer. En tout cas, on voit bien que cette élection présidentielle a amené au pouvoir le président de la République actuel en 2017, il s'est fait élire à l'époque plutôt sur la gauche, que cette fois-ci, il avait un programme totalement de droite et qu'il a enjambé l'élection présidentielle le premier tour, pensant surfer, et puis bien sûr s'occupant de l'Ukraine aussi, mais pensant surfer sur le premier tour. Et jamais on a eu une campagne électorale aussi à droite au premier tour. Subitement, là, depuis dimanche soir et lundi matin, on se réveille, le deuxième tour, c'est à gauche. Maintenant, il s'agit de séduire les gens qui ont voté pour... les gens de gauche qui ont voté pour Mélenchon, puisqu'une partie a déjà voté pour Emmanuel Macron, et donc le Parti socialiste, lui, a sa critique à faire. Ce que je constate, moi, c'est que les 3 candidats qui sont arrivés en tête n'ont pas d'implantation locale, que les partis qui les représentent n'ont pas d'implantation locale, et que les Républicains et les socialistes sont dans la gestion locale. Il y a là aussi à réfléchir sur le choix qui a été fait
par les Français. Il ne suffit pas de changer les fenêtres. Souvent, lorsqu'on fait de la gestion, il faut aussi s'occuper de la vie des gens. Pour terminer très rapidement, pour qui voterez-vous au second tour? Mais j'ai été clair, moi j'ai été ministre des anciens combattants, de la mémoire, j'ai été instituteur. Je viens de parler de l'histoire de mon département. Il n'y a aucun doute sur le vote que je mettrai, qui est un vote pour la République dimanche. Et bien sûr, pour le président sortant, ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est tout simplement un vote pour la République. Merci infiniment Jean-Marc Todeschini d'avoir accepté notre invitation. Nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour et direction Thionville. La commune a revêtu ses plus beaux habits de Pâques devant l'hôtel de ville, notamment et sur la place Anne-Gromerche. Un changement de décor réalisé par les agents municipaux. Les commerçants, eux aussi, ont participé en décorant leurs vitrines. De quoi attiser la curiosité des passants et plus particulièrement des enfants. C'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi de Moselle Sport et de Naturellement Moselle. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.